des mensonges. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Des gens qui te racontent des histoires pendant 2 heures en conférence et qui, 1 an après, tu t'aperçois que c'est un canular. Ouais, Ou que ouais. c'est un mensonge. C'est carrément des gens qui essaient de te soutirer du pognon. Vous l'avez annoncé ici à la Turballe, petit week-end dédié finalement au monde des extraterrestres, des ovnis. En tout cas, de l'invisible. Gilles est là, déjà dubitatif. Oui, Je suis ravi que tu te prêtes à la question. Ouais, Gilles, ouais. toi tu viens d'Île-de-France. Tout à fait, oui. Et tu es un des co-créateurs, en tout cas, fondateur, s'il vous plaît, de l'association SO. Ah, alors, nom complet, SO Archive OVNI. Archive OVNI, Voilà, j'allais il faut effectivement absolument l'évoquer. Qu'est-ce qu'a été finalement la genèse de cette association, Gilles? Alors, moi je suis actif en ufologie depuis 1969, j'avais 14 ans, donc ça veut dire aujourd'hui j'en ai 69. Voilà. En fait, le SO s'est créé à partir de 2 entités distinctes, des ufologues de l'Est de la France qui étaient regroupés dans le CNEGU, qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes les archives des associations qui font partie de notre comité régional. Oui. Donc il y avait une association à Nancy, une autre dans les Vosges, une au Luxembourg, une dans la Meuse et une dans la Marne. Et ils se sont posé la question, donc ils ont commencé à chercher quel serait le meilleur lieu de sauvegarde et de conservation des archives. Et alors, je termine. Deuxième entité, c'était en Île-de-France. Un certain nombre d'ufologues indépendants se sont posé la même question. On a créé un groupe de réflexion qui s'appelait ESAU, donc Essai de sauvegarde des archives ufologiques. Donc, en fait, les deux, ça a matché entre les deux. Donc, on s'est retrouvés en 90 à Gérardmer. Et on a créé le SO à ce moment-là. Ouais. J'allais dire, Gilles, on est finalement au milieu du siècle dernier, à commencer après Roswell sur les écrits, je reste sur un territoire national avec des gens comme Jimmy Guilleux qui ont poussé les premières portes, en tout cas, d'enquête. Oui, il y en avait avant, mais qu'on n'a pas connu. Ouais, qu'on n'a pas connu. Voilà. Bon, Charroux, forcément, fait partie là aussi. Oui, c'est un peu un domaine un peu parallèle quand même. Voilà, avec les civilisations, les mystères, les trésors. L'archéologie mystérieuse. Voilà, c'est ça. Mais enfin, il y avait quelques empreintes là aussi, je dirais, ufologiques. C'est vrai que ce terrain, tu es né finalement dans cette genèse, dans cette mouvance. Alors, moi, je suis de ce qu'on appelle comment dirais-je, je suis né, moi, en fait, de la série Les Envahisseurs. Donc, je suis de la génération de des David Envahisseurs. Vincent. David Vincent. Parce qu'en 68, 69 en France. Moi, j'étais certainement un petit peu déjà préalablement imprégné de ça. Une série qui a choqué au bon sens du terme. Oui. Mais j'étais un peu imprégné de ce que je lisais dans la presse. Mon papa achetait le journal, donc voilà. Moi, je m'intéressais beaucoup à l'astronautique, donc je découpais tout ce qu'il y avait sur les Mercury, Gemini, donc tout jeune, tu vois. Mercury, c'est quand même dans les début des années 60. J'avais 8 ans, quoi. Alors ton témoignage est d'autant plus intéressant parce que au niveau de l'association SO Archive OVNI, c'est forcément de préserver une mémoire parce que cette mémoire elle est prolixe. C'est vrai que Dieu qu'on a eu énormément de choses, tant sur un plan finalement de faits tangibles que de désinformation, parce qu'on est dans un univers où sans cesse, à la radio, à la télé, dans les journaux, même finalement dans les observations, on a été nourri de choses vraies, de choses fausses. Bah oui, parce que c'est un sujet de controverse permanente, bien sûr, dès le départ, de toute façon. Alors, en 2 mots, tu parles de Jimmy Guilleux, mais il faut savoir que même si les gens n'ont pas laissé de traces, la première association en France date de 1949. On croit toujours que c'est Ougranos 51, non. Déjà à Grenoble, qui est une ville, je dirais, emblématique de l'ufologie, il y a toujours eu quelque chose à Grenoble. C'est dingue, mais il y a toujours eu quelque chose d'actif à Grenoble. Il y a eu des sièges d'associations qui ont été qui se sont installés à Grenoble. Le CFRU, par exemple, voilà. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. C'est à Grenoble que l'ufologie a commencé en France. Alors souvent, dès qu'il y a des regroupements autour de ces phénomènes ufologiques, forcément, qui politique, qui militaire, qui d'influence même cosmique, j'allais dire, Gilles, tu es sous aucune influence libre et moi, je suis libre, sain de corps et d'esprit. Oui, je suis libre de pensée totale. Bon, ça va. Donc j'ai commencé par croire à l'hypothèse extraterrestre,
croire, non, c'est pas le bon mot non plus. Confié, porté par un des courants dominants, donc l'hypothèse extraterrestre, si tu veux. C'était imposé au début à moi, et puis après, au fur et à mesure, pour diverses raisons, je suis devenu beaucoup plus réservé. Maintenant, je me considère comme un sceptique pragmatique. Tu vois, oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer? C'est parce que c'est vrai qu'on est passé de boulons, tous les boulons à fluide aujourd'hui. Voilà, des choses très, un peu très dématérialisées, très éthériques. Oui, voilà. Voilà. Mais moi, ce qui m'a fait évoluer, c'est plein de choses, des rencontres avec des gens. Ouais. Voilà, qui m'ont expliqué des choses, qui m'ont fait comprendre des choses, qui m'ont expliqué pourquoi ils pensaient comme ça. Des expériences personnelles, bonnes et mauvaises. Bien sûr, ouais. Des mauvaises, certaines mauvaises, effectivement. Quand on dit mauvaises, c'est quoi? C'est des mauvaises rencontres, des mauvais propos? Non, pas des mauvaises rencontres, des mensonges. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Des gens qui te racontent des histoires pendant 2 heures en conférence, et qui, 1 an après, tu t'aperçois que c'est un canular. Ouais, ou que c'est un mensonge. C'est carrément des gens qui essaient de te soutirer du pognon. Oui. Voilà, on a été aussi aux frontières, il faut l'évoquer, de notre humanité avec le délire, finalement, la projection quasiment onirique, même dans certains cas. Il y a des rêves qui ont été perçus pour des réalités. Oui, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, en plus, l'esprit humain, c'est quelque chose de complexe. Hein. D'autant plus, oui. D'autant plus. Mais il y a des gens, effectivement, il y a très très vite, je dirais, dès les années 50 aux États-Unis, il y a eu plusieurs courants. T'as un courant vraiment de réflexion et d'essayer d'avoir une compréhension. Qu'est-ce qu'était ce phénomène? Pourquoi les gens voyaient ces choses? Est-ce que c'était vraiment des choses qui étaient physiques? Et puis de l'autre côté, t'as eu très vite des gens qui ont dit, moi je les ai rencontrés, et puis moi je peux vous dire d'où ils viennent. Je suis allé sur la Lune. Ouais, il y a beaucoup de monde. Alors, et puis t'as plein d'associés, je dirais, une dérive sectaire qui est arrivée très vite. Oui, en fait. C'est sûr. Voilà. Avec ton recul, et qui continue aujourd'hui. Bien sûr. Avec ton recul, Gilles, et puis forcément le poids de l'association, c'est vrai qu'il y avait des lieux pourtant plus emblématiques. On pense à Bugarak, avec Jules Verne aussi, qui avait Bugarak, codé. Je sais pas. Pour moi, Bugarak, c'est pareil. Ça fait partie du mythe. Du mythe, hein, d'accord. Mais je les cite, pour qu'on nourrisse. Le Bucégi ou Bugéci, je sais jamais dans quel ordre, en Roumanie. C'est de l'ordre du mythe aussi. C'est de l'ordre du mythe, avec ses galeries. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ouais, bien sûr. C'est pas le point de vue du tout. Je l'évoque, et puis il y a eu aussi des phénomènes un peu parallèles, toujours crédités, je dirais, d'une démarche ovni avec les crop circles, par exemple. Qu'en est-il, d'après toi? Pour moi, pour m'être rendu 2 années de suite sur le terrain en Angleterre, et pour avoir fait des tests en France, qui a été repris d'ailleurs dans Sciences et Vie en 1990, pour moi, l'hypothèse humaine et fabrication humaine est la plus plausible. Pour autant, il a fallu, soit je dirais, de l'art, de la finesse. C'est du land art. Parce que Dieu qui a des précisions, effectivement, dans ce travail. Il y a alors c'est tout à fait relatif. Faut faire attention à ça. Moi, je suis plus dans le axe. Faut faire attention parce que quand tu vois ça avec du recul, c'est beau. Mais quand t'es dedans, ça l'est beaucoup moins. Alors, tu conserves forcément, tu es là aussi avec une richesse éditoriale. Il y a beaucoup de livres qui ont été édités durant ces longues décennies. Des centaines, des milliers même. Certainement. Des milliers avec si tu prends les anglo-saxons, ça fait peut-être plus de 10 000. En boutade, on va dire, il y a plus de livres que d'extraterrestres. Il y a plus de livres que de cas inexpliqués. Que de cas inexpliqués. Bon, on en rigole, mais cela dit, c'est sérieux. Malheureusement, oui. Il y a quand même eu aussi, et je voulais qu'on l'évoque, parce que tu parlais de secte, on se souviendra elle, avec aussi les abductions. On s'en souvient pas, il est toujours là. Il est toujours là. Netflix l'a mis encore à l'honneur, je dirais au sens, d'information. Oui, c'était quand même un point de vue critique qui était intéressant. Mais on voit que finalement, on arrive à cohabiter avec ces mondes-là. Jean-Claude Bourret, là aussi, était ce journaliste, présentateur télévision, qui a aussi apporté une démocratisation. Oui, c'est sûr que Jean-Claude, il a débloqué des choses. Oui. Je dirais que c'est quand même l'interview qu'il a fait du ministre des Armées de l'époque, qui a créé le GEPAN, qui a permis la création du GEPAN. Alors, on peut critiquer le GEPAN comme beaucoup l'ont fait dès l'origine. Il y a des gens qui, dès que le GEPAN a été créé, qui ont commencé à le critiquer sans qu'il ne soit rien passé, sans qu'ils aient fait encore qu'ils aient publié le moindre document. J'allais te dire, parce que dans ce crédit où tout le monde peut être dubitatif, pour autant, voilà, ce sont des faits de gendarmerie, c'est consigné. Oui, voilà.
faut pas ni minimiser la chose. Ouais. Un procès-verbal de gendarmerie, ça a quand même un poids. On le espère. Voilà. Ouais. Oui. Alors on y croit pas, on chemine. T'as eu quand même des moments de pensée. Oui, comme tu dis, on chemine, on avance, on apprend des choses, on est dubitatif, on est déçu parce que on croyait un truc qui devient brusquement expliqué ou qui se dégonfle, tu vois. Voilà, et ça fait notre je dirais notre expérience ufologique. Je voulais terminer parce que c'est vrai que nous, forcément, lectrices, lecteurs, on a vu comme une confusion, un schisme majeur entre finalement ce qu'on appelle maintenant les galactiques et ce monde auquel tu appartiens, de l'ufologie. On l'évoquait tout à l'heure sur cette notion un peu vaporeuse de leur présence. On sent vraiment deux voix maintenant très engagées et très opposées. Alors je dirais que oui, mais comme tu dis, on parlait de Raël, donc Raël, ça a commencé en 73. Ouais, mais t'as une époque, donc je dirais qu'il y a des spots en fait. Le spot des contactés américains des années 50, le spot des premières associations sectaires vraiment des années 70, Isozen, Futura 2000 qui est devenu ensuite Galacteus, Raël, et puis d'autres que je ne connais pas. Beau et Bip aux États-Unis, ça s'est terminé dans les années 90 avec le massacre, enfin, Evans Gate, hein, donc comment il s'appelle, Appletorp, c'est ça, je sais plus son nom. Je sais plus le nom non plus. Bon, voilà. Mais ce gars-là a commencé dans les années 60 avec sa femme. Voilà, il cheminait, il prêchait la bonne parole des extraterrestres gentils et tout ça, alors qu'en fait, ça s'est terminé par un massacre. Alors justement, aujourd'hui, au niveau de l'association SO Archive OVNI, quand vous délibérez pour savoir ce qui doit être archivé, on l'évoquait, on reste toujours dans cette ufologie classique. On ne débat pas parce que tout est sauvegardé. Tout est sauvegardé. Il y a un souci d'exhaustivité. Ça c'est bien. Ouais, bravo. Quoi penser finalement, parce qu'aujourd'hui, entre les fakes, on voit l'émergence du numérique a permis là aussi peut-être de démocratiser tout un ensemble de prises de vue, Pour autant, beaucoup de faux, là encore, une majorité, peut-être à 99. Le gros problème quand même, c'est que le numérique, l'informatique, Internet, tout ça, d'un côté, c'est un outil qu'il faut prendre comme tel et l'utiliser comme tel, mais à bon escient, alors qu'en fait, on s'aperçoit que, comme dans tous les domaines où l'informatique et Internet met sa patte, ça devient très compliqué. Beaucoup de déchets. Pour autant, Gilles, et pour terminer, on l'a vu avec là aussi l'officialisation de l'ouverture des archives sur les dossiers américains. Beaucoup se sont empressés, en tout cas, d'aller y puiser de l'information, de la documentation. Tu as un sentiment au regard finalement des premières expressions du fait que j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai déjà connu ce genre d'ouverture entre guillemets. Et, je dirais que ça accouche d'une souris généralement. Ça accouche d'une souris. Bon, c'est vrai qu'on évoquait aussi le cinéma. Je voulais un dernier clin d'œil parce que d'aucuns s'accordent à dire qu'ils ont des Men in Black aux fesses entre guillemets. Et non, mais il faut bien l'évoquer parce que le film, si tu les as pas vus, les Amants Noirs, ils n'existent pas. Non, on sait pas. Oui, alors bon. Ça dépend. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Hein. Mais comme en ufologie, il y a beaucoup de fantasmes aussi dans tous les domaines. Les créent finalement sont des gens qui se créent, leur délire. Qui se créent des délires, complètement. Moi, je l'ai connu, des gens qui se croyaient suivis dans la rue. Bien sûr. Oui, bien sûr. J'en parlerai peut-être à un moment donné, mais enfin, dans les années 80, on a infiltré avec des copains, donc ufologues. Le SO n'existait pas encore. On était dans un comité régional qui était le CIU, donc. Le comité Île-de-France des groupes ufologiques, et on a infiltré une secte où les gens étaient complètement mythomanes, paranoïaques. C'est dingue, parce qu'en fait, on voulait voir comment c'était de l'intérieur. C'était parce que on parlait des grandes sectes tout à l'heure, Isoden, etc. Mais il y avait des micro-sectes. Bien sûr, voilà. Et des gens qui
qui voulait être gourou à la place du gourou, quoi. Bon, pour autant, pour terminer aussi sur une note qui se veut constructive, j'allais dire, à défaut d'être positive, c'est vrai que aujourd'hui l'aviation civile comme militaire a posé quand même sur la table des faits d'observation. Là aussi, on est sur des objets avec finalement des mobilités, j'allais dire suspectes au regard de nos technologies, je dirais humaines. Là aussi, ça vient abreuver la théorie quand même d'une coexistence. Sinon, ça vient abreuver la théorie qu'il y a peut-être effectivement des choses qui volent, que même les militaires de certains pays, en tout cas, n'ont pas connaissance. Ça veut pas dire que c'est extraterrestre. Ça peut dire simplement que il y a des gens qui ont des technologies qu'ils n'ont pas partagées, et qu'ils gardent pour eux, mais qui leur permettent d'espionner tout le monde. À l'insu de tout le monde. Bon, dernière question, Gilles. Mais ça, c'est peut-être aussi de la paranoïa, attention. On sait pas. Bon, justement, parce qu'il y a une paranoïa qui dure quand même maintenant depuis un peu plus d'un demi-siècle. À ton avis, alors nous y sommes allés là-haut sur la Lune ou pas? Ah bah bien sûr, oui. J'étais devant ma télé en 69 et je peux te dire que c'était pas du cinéma. On l'évoquait ensemble en catimini, on se dit tiens, allez, on va se faire une émission parce qu'on va parler de la Lune. Dieu que la Lune n'a jamais été aussi investiguée qu'en ce moment. Oui. On va se remémorer parce que tu es cette mémoire vivante. Tu étais un gamin, tu avais quoi, 14 ans, 15 ans? En 69, j'avais, oui, c'est ça, 14 ans. Ouais. Bon, la télévision existait, il y avait ça chez tes parents, t'allais au café du coin? Ah non, j'avais la télé couleur. Vous aviez la télé, la télé à la maison? Enfin, j'ai des couleurs. Ouais, noir et blanc peut-être quand même. 69, noir et blanc sûrement. Ouais, certainement. Ouais, j'ai souvenir de Nicolas et Pimprenel, ça passait en noir et blanc quand même sur la télévision. J'ai 10 de moins, quoi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de spéculations sur le fait que nous puissions, il y a de cela 70 ans, être allés sur la Lune, tant la technologie aujourd'hui a été critiquée, a été démentie. Pour autant, toi, tu crois dur comme fer que c'est un exploit. Y croire dur comme fer, ça me pose même pas. Je me pose même pas de questions là-dessus. Parce que je l'ai vécu en direct, que ce soit, tu disais, il y a pas grand-chose, mais la presse en parlait, la télé en parlait. C'était à chaque fois qu'il y avait un décollage de Saturne ou alors avant des autres grands gardes et compagnie, ça faisait quasiment, à moins qu'il y ait une grosse guerre quelque part, ou des problèmes, je sais pas, financiers, à la bourse qui se casse la gueule, je sais pas quoi. C'était quand même le reportage numéro 1 du journal télévisé. On parlait du décollage. La planète entière vivait ça. Voilà, la planète entière vivait ça. Ouais. Ça a été pour toi un grand pas pour l'humanité? Enfin, je sais pas si je l'ai vraiment perçu. Bon, la phrase d'Armstrong, bien sûr, elle est restée dans les mémoires de tout le monde. Oui, il en fallait une de toute façon. Il en fallait une de toute façon, c'est clair. Mais après, surtout c'est quasiment, il l'a sorti comme ça, quasiment, tu vois, ça lui est venu tout de suite, là. Il avait pas préparé, une fulgurance, voilà, comme ça peut arriver. Oui, parce qu'en fait, on pensait à l'époque, et puis ça s'est un peu cassé la figure après la fin d'Apollo d'ailleurs. Parce que les gens avaient je dirais, c'était devenu pas une croyance, donc ça sera encore une erreur de dire ça, mais les gens avaient envie que ça aille loin, tu vois. Ils avaient envie que vraiment ça débouche sur quelque chose de prodigieux. Bien sûr. Que la science-fiction, space opéra avait mis parce que on peut dire la science-fiction, voilà, c'était pour une élite ou pour des gens intéressés, mais la science-fiction, elle avait infusé partout depuis la fin du 19e siècle. C'est sûr. Avec H.G. Wells, etc. Tu sais, faut voir par exemple la presse des années 30, 20 même déjà. On parlait beaucoup de Mars. On parlait de Mars. On pensait que c'était habité, on pensait qu'ils allaient nous envahir. Ça a été un délire. Les Martiens étaient quelque chose qui était dans l'esprit des hommes. Et ils étaient verts en plus. Je pense pas qu'ils étaient verts au départ. Rouge. Mais ils étaient, non, ils avaient plein de formes. Il y en avait qui avaient des ailes. D'accord. Il y en avait, c'était, même par exemple, ça a influencé certains journaux, entre autres un qui s'appelle La Baïonnette pendant la guerre de 14, où il y a une de La Baïonnette qui est incroyable. Enfin, je pense que je me trompe pas de journal. Donc ça doit être en 15 ou en 16, je sais pas. Et t'as les sélénites qui regardent la Terre en train d'exploser.
Ils disent, mais ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Pour autant, un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que Méliès, premier Méliès, film, bah oui, mais oui, Jules mais Verne. Bien sûr, Jules Verne. Tous les bouquins de Jules Verne, évidemment. On a toujours été étonné d'ailleurs, finalement, que dans l'art rupestre, que cet astre ne soit jamais si bien dessiné. On le voit rarement sur les parois. Après, c'est compliqué, hein. Aimé Michel a trouvé des traces de comment bizarre, qu'il a interprété comme bizarre, mais c'était pas non plus un paléontologue ou un historien de la préhistoire, comme l'était le roi Gourand. Et le roi Gourand a démonté entièrement l'hypothèse de Michel sur le fait qu'il y avait des traces d'ovnis dans les peintures rupestres. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Mais pour revenir à la conquête spatiale, elle a vraiment commencé, je dirais, 3 millénaires avant Jésus-Christ chez les Chinois quand ils ont commencé à lancer la première fusée. Bon. De feu d'artifice, bien sûr, à l'époque. Quand je dis 3e millénaire, j'exagère. Pour autant, il a fallu attendre 1969 pour poser le pied sur la Lune. Le pied humain sur la Lune. Mais en fait, on va dire que Kennedy a quand même poussé, avant de mourir, c'était son objectif avant la fin de la décennie. Voilà. Gilles, ce qui est intéressant, c'est que tu étais un observateur de l'époque, c'est précieux. Tu es un observateur de longue durée, de par aussi l'activité de l'association sur SO Archives OVNI. On l'a vu parce que je voulais revenir sur cette lune. Alors, tu l'évoquais, beaucoup d'archives, mais très peu de photos de la Terre quand même, version en tout cas orbitale. Il y a quand même celle qui a été faite de la NASA, on l'a vu, elle a été démystifiée avec dans les nuages le mot sexe. Si on le retourne, t'es au courant de ça? Alors ça, excuse-moi. C'est sur le site officiel de NASA, j'y suis allé. Oui. J'y suis allé. C'est ce qu'on appelle une pareidolie. Hein. Bon, peut-être, voilà. Enfin, certainement. Hein, je vous entends. On a vu l'avènement aussi des platistes, hein, donc avec une Terre toute plate. C'est pas l'avènement, ils existent depuis longtemps, mais ils étaient, si tu veux, tapis dans l'ombre, comme dirait l'autre. D'accord. À un moment donné, ils sont ressortis, on sait pas pourquoi, parce que franchement, il y a pas. Il y avait notre horizon qui pose un problème avec notre courbe. Oui, bon, ça c'est. Parce qu'en fait, ces gens sont pas des physiciens, ils seraient physiciens, ils auraient des bases de physique, un peu plus musclés. Oui, ils comprendraient que c'est tout à fait normal. Mais ça, c'est tout. Hein, il y a également les limites de la carte avec finalement notre mur de glace et puis pourquoi pas les Atlantes de l'autre côté. Moi tout à l'heure, je discutais avec des gens qui m'assuraient qu'on avait assassiné l'amiral Byrd parce qu'il avait découvert un trou pour aller chez les États. Ça c'est l'Agartha, c'est autre chose. Voilà. Oui, mais bon, j'ai compris qu'il fallait que je calme le débat parce que ça partait. En vrille. On le voit, on est quand même sur un terreau et je rebondis sur cette quête spatiale. Il faut quand même faire confiance à notre science, à l'ingénierie humaine, parce que finalement, on a su la critiquer, la mettre un peu au trouble, mais pour autant, elle est factuelle. Oui. Alors, mais je dirais que d'un côté, effectivement, il faut s'appuyer sur elle, mais même les scientifiques le savent eux-mêmes, ils connaissent très peu de choses. Dès qu'on a beaucoup à découvrir. Je pense qu'on a peut-être découvert ça, alors qu'il y a jusque là-haut. Certainement, et en tout, on connaît pas nos fonds marins. Je reviens sur cette conquête spatiale. C'est vrai qu'il y a que les Américains qui ont réussi à le faire. On est là peut-être à... Alors, oui, parce qu'en fait, on était en pleine guerre froide. Alors, c'était aussi un challenge. Un vrai enjeu. Mais il faut pas oublier que au moment où les hommes mettent le pied sur la Lune, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un robot. Ils risquent pas la vie des gens. C'est vrai. Voilà. Ils envoient Lunarod. Ils avaient fait tourner le chien avant. Nous, on a fait tourner un singe. Enfin, on a mis du monde. On a mis des animaux. Voilà. Puis on les a laissés mourir là-haut. Hein. Alors justement, cette ceinture de Van Allen nous pose problème aujourd'hui. On voit cette quête technologique pour finalement, je dirais, pallier les irradiations. On se dit à l'époque, ils sont partis avec des pyjamas, les garçons. Mais aujourd'hui, moi, je vois Elon Musk, c'est complètement absurde, quoi. Je dirais, on a l'impression qu'il connaît pas la physique justement spatiale et que en fait il y a des choses auxquelles l'être humain ne peut pas être confronté à long terme. Parce qu'on est un peu dans le Midicard, on se grille toutes les ailes aujourd'hui, on n'arrive pas à réitérer les exploits passés. Parce qu'en fait on n'a pas, à un moment donné, le principal c'est le pognon, mon gars. Tu penses que c'est ça? C'est évident. quand tu vois, moi qui suis un lecteur de ciel et espace depuis 40 ans. Peut-être plus, tu t'aperçois que il y a un projet génial. Tout le monde est content.
Mais il n'y a pas de 2 ans après, on dit ah bah voilà, on a rogné les ailes du projet, donc bah il recule de 10 ans. Je peux te dire que si on avait gardé les budgets qui étaient prévus à l'origine de chaque projet, on aurait 40 ans d'avance par rapport à où on en est aujourd'hui. Je fais un petit pas de côté à cette conquête spatiale avec aussi une conquête, je dirais, sous-marine, c'est Jean-Pierre Petit. Parce qu'on n'est jamais loin de l'ufologie. Jean-Pierre Petit est parti dans les fonds marins. Non, mais en tout cas, il avait développé une technologie qui permettait finalement... Oui, la MHD, Exactement, la MHD. Enfin, il l'avait théorisé, il l'avait pas... Mais qui venait un peu des humos ou des humites. Oui. Bon... Tu veux qu'on parle des humites? Non, on parle toujours de la Lune, mais c'est pour faire montre que finalement cette technologie, là on avait un ingénieur, c'est quelqu'un qui avait quand même un background. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle c'est un effet un petit peu pervers, c'est-à-dire quand les gens sont des entre guillemets des sachants, tout de suite on leur fait confiance, alors qu'en fait souvent ils vont parler dans un domaine qui n'est pas leur domaine de connaissances pointues. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est pas parce que un type est physicien, il va parler de météorologie, et il va dire ah bah les crop circles c'est un phénomène météorologique. Mais le gars il est physicien, il est pas météorologue. Ou un truc comme ça, tu vois. Mais puis il raconte dans le domaine qu'il ne connaît pas ou dans lequel il va dans lequel il va essayer de s'intégrer, bah, il lui manque beaucoup de connaissances. Deuxième pas de côté du coup, parce que la météorologie est évoquée, on a fait cas là aussi de bon nombre d'observations où c'était finalement, j'allais dire la technologie des ballons, des zeppelins qui s'est un peu étouffée après l'entre-deux-guerres, vais-je dire. Parce que après l'accident. Certes, mais bon. Bien sûr, parce que quand on a utilisé un gaz qu'on savait pas maîtriser, et qui pour autant, bon nombre de ballons météorologiques sont des ballons gazeux, quoi. Oui, mais bon, on a trouvé aussi des gaz de substitution, heureusement. Mais parce que c'est vrai que l'hélium est un gaz. Non, c'était pas l'hélium d'ailleurs. Je dis une bêtise. C'était un gaz inflammable absolument terrible. C'était pas l'hélium. C'était l'hydrogène. Je sais plus. Enfin bref. En tout cas, c'était. Bref, il s'est enflammé. Oui, il s'est enflammé. Puis il y a eu des morts. Voilà. Je suis en train de dire une bêtise. 15 sorties lunaires, c'est ça, réussies en tout. Aujourd'hui, tu estimes que le poids de cette réussite, il est à la hauteur des archives, il est à la hauteur parce que oui, à la hauteur de. Je trouve qu'on arrive à parler de bien plus de choses. Je dirais qu'il ne le mérite pas sur cette basse terre et on a oublié finalement. Oui, bien sûr, on a oublié. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était, je dirais, une foison de documents, de bouquins. Pour tous les âges, hein, depuis les gamins jusqu'aux adultes, hein, des trucs pointus. Et puis, l'arrêt d'Apollo a fait tomber un peu le soufflet au fromage. Oui, pour autant, Gilles, je reviens sur ça parce que ce qui m'intéresse, c'est ton regard. Il y a plus de livres sur l'ufologie qu'il y a de livres sur la Lune. Alors que factuellement, nous sommes allés sur la Lune, je prends tes dires, alors que factuellement, Dieu sait qu'on n'a pas forcément le contact avec les ovnis, les extraterrestres. Justement, parce qu'en fait, la Lune, elle est vraiment physique, tu la vois le soir, même dans la journée, tu peux la voir. Elle existe vraiment. Donc c'est pas un sujet à controverse, la Lune. Bah, le fait que nous soyons marchés dessus un peu quand même. C'est tout. Admettons. C'est pas mon point de vue, bien sûr. Mais admettons. Mais c'est pas la Lune par elle-même n'est pas un sujet de controverse. Elle existe, elle est là. C'est vrai qu'on la voit. Elle influence sur les marées. Donc elle influe sur les marées, pardon. Voilà. Bien que j'ai entendu d'un peu de temps que c'était un leurre de par son éloignement et. Oui. Mais c'est des physiciens qui t'ont dit ça? Non, je sais pas. Ça Internet. C'est des gens qui s'y connaissent ou alors des gens, des béotiens qui croient qu'ils savent tout du monde. Il y en a aussi des comme ça. On en connaît plein. Moi, je connais rien, hein, voilà. Bon, elle est pas creuse non plus. Non. Oui. Bon, bah, on sait mesurer la densité des astres, hein. Bien sûr. Bah, on sait le faire. Bien sûr. D'accord. Le radar, ça sert à quelque chose. La face cachée, parce que les Chinois, ils sont allés maintenant. Oui, ils y vont. On n'a pas trop d'images, pas trop d'informations. C'est sûr que les Chinois, ils sont peut-être pas dispendieux au niveau des images. Bon, ils sont plus discrets, disons. Mais bon. Bon, c'est la même chose que. Elle est peut-être moins caractérisée, c'est ça.
Bon, par contre, c'est une exception, j'allais dire, dans l'univers, que finalement sa rotation soit pas dans l'univers, dans le système solaire. Dans le système solaire. Dans le système solaire. Merci Gilles. C'est moins que le système solaire est moins gros qu'un grain de sable. Son éloignement et je dirais sa masse fasse que finalement sa rotation est similaire à celle de la Terre. Du coup, on ne voit que sa face. Oui, parce qu'en fait, voilà. C'est ça, en fait, on a toujours, grosso modo, hein, oui, j'ai pas été mesuré, il y a une zone. Une petite zone que... Ouais. Voilà. Enfin, cela dit, on ne voit pas de l'autre côté, ça c'est vrai. On voit jamais l'autre côté, on peut y aller, on voit pas. Bon, on va statuer parce que c'est vrai que ce regard, ce poids, archiviste tu es, observateur, ces sorties lunaires, pas choqué que finalement on soit dans cette difficulté d'y retourner? Ah bah, bien sûr que si, mais je te dis, c'est un problème de budget. Que de l'argent pour toi. C'est essentiellement ça. Pour ça que maintenant on s'est appuyé, même si déjà au départ on s'est appuyé sur des. Faut pas oublier que le LEM, la NASA n'a pas construit le LEM, elle l'a fait construire par des tiers. Bien sûr. C'est pas elle qui construit. Elle a pas des ateliers pour construire des engins spatiaux. Ouais. Voilà. Donc, c'est juste une agence nationale, c'est tout. On a évoqué Méliès, on a évoqué Jules Verne. Je voulais terminer cet entretien nourri et on rappellera qu'on peut adhérer aussi à l'association SO Archives OVNI. Par Hello Asso, par exemple. Ça aide. Allez, dernier coup de crayon, vais-je dire, Von Braun, il fait partie du programme Paperclip, c'est un échappé nazi récupéré, lui, par les Américains. Il a co-fondé la NASA avec Disney. Finalement, c'est comme ça que c'est parti, cette aventure spatiale. Avec des hommes qui étaient est-ce que tu crois que c'est des vendeurs d'aventure? Oui, bah, il y avait tout le monde, hein. Même avant, donc, pour la bombe atomique, Oppenheimer avait fui, l'Allemagne, etc. Bon, il y avait plein de chercheurs qui avaient fui l'Europe nazie et l'Europe dont ils voyaient que ça allait mal se terminer. Alors bon, Von Braun, il avait appliqué un peu en Allemagne pour les V1, les V2, les concepts mis en place par le Tsiolkovsky, le russe. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois, ouais. Et donc, moi, j'ai le bouquin de Tsiolkovsky, c'est assez génial. Le mec, dans les années 30, il avait déjà tout expliqué. Il avait tout mis sur le papier. Hein. C'est quasiment... tu pouvais utiliser quasiment ce qu'il avait écrit. Enfin bon, il fallait quand même avoir la technologie que les Allemands ont développée. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même, si les Français ont construit des fusées, c'est aussi grâce à Paperclip. Parce qu'en fait, donc ça a commencé à Vernon dans l'Eure, et c'est un Allemand récupéré par Paperclip, on fait quelque chose d'équivalent par les Français, qui a permis aux Français d'avoir la première fusée Véronique et le premier satellite Astérix, etc. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu von Zborowski, c'est ça, qui lui a travaillé avec la SNECMA et est à l'origine du projet CR450, le coléoptère, l'avion à décollage vertical à aile annulaire. Tu vois, c'était un spécialiste de l'aile annulaire. Et c'était aussi un gars qui avait été récupéré. Et ben, je le connais bien entre guillemets. Il était assigné à résidence, comme tous les Allemands qui avaient été récupérés. Il était assigné à résidence dans la ville où j'habite actuellement, à Brunoy dans l'Essonne. Bon, on le voit, il y a un maillage extraordinaire à faire. On ne nous dit pas tout, ça on le sait, on peut en être sûr, hein, ça c'est clair. Le seul moyen, c'est finalement chacun d'œuvrer, d'aller piloter ses connaissances. Bon, faut-il avoir les bons fils pour pas tirer finalement les fake news et autres. Oui, mais le problème c'est que Internet aujourd'hui... distille un petit peu trop dans les fake news, il faut tirer le bon fil parce qu'en fait, allez, je vais pas être méchant, ça serait peut-être un peu exagéré ce que je vais dire, mais 98% de fake news et 2% de faits avérés et sourcés, parce que le problème, faut sourcer les choses et les vérifier soi-même, tu vois, parce que autrement. Bon, j'espère que de notre vivant, on verra la prochaine étape lunaire. Oui, voilà, ça sera l'occasion de le commenter. Je me sens pas encore assez vieux pour ne pas l'avoir. Bon, à très vite, Gilles. Allez, ciao.